Bonjour à tous, grand rendez-vous de l'IA aujourd'hui à la une de Smartech. On va commenter la signature du pacte européen d'engagement sur l'IA. On va aussi regarder comment ça bouge du côté d'OpenAI qui continue sa course très largement en tête. Et puis on parlera de TikTok qui licencie des centaines d'employés et mise sur l'IA pour la modération. Dans cette édition également, les lunettes connectées. On va parler de ce nouveau, en tout cas le retour d'un nouveau terrain de jeu pour les big tech. Mais d'abord, on va regarder ce qui se passe du côté de l'alimentation avec des innovations. On enchaîne tout de suite, c'est l'ouverture avec 3 questions A dans Smartech. Alors en ce moment se tient le salon SIAL, qui est le salon international de l'alimentation, avec, nous dit-on, beaucoup d'innovations. On en parle tout de suite. Bonjour Audrey Ashworth. Bonjour. Vous êtes directrice de SIAL Paris. Parmi les thématiques du salon, j'ai vu qu'il y avait la deep tech, évidemment l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'alimentation ? Alors déjà, pour parler de SIAL Paris, juste se replacer que c'est le plus grand salon de France, toute industrie confondue. On y accueille là en ce moment même 7500 exposants, 80% international, 285 000 participants. Donc c'est vraiment un salon d'ampleur incroyable. Évidemment, l'IA et la deep tech sont au cœur des sujets de nos entreprises et le salon se fait fort de les porter. Le digital, en fait, révolutionne littéralement l'agroalimentaire de la fourche à la fourchette, sur toute la chaîne de valeur. Et donc on peut citer de la fourche, c'est assez simple parce qu'on en parle beaucoup. Tout ce qui concerne l'optimisation des moyens de production, des ressources, de moins d'eau, moins d'intrants et d'économies à ce niveau-là. Au niveau de la transformation, tout ce qui va amener à automatiser finalement les processus de transformation et la distribution, on voit toute la chaîne logistique qui est impactée. Et puis le consommateur qui est toujours en recherche de plus de transparence, plus de traçabilité, de personnalisation également. Donc l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies et le digital et la donnée, la data, comme on dit en anglais. Ce ne sont pas juste des steaks artificiels, donc. Pas du tout. Okay. Non, pas du tout. Alors juste parce que donc vous nous avez dit que c'était un salon très important, c'est le plus grand rassemblement des food tech aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de succès et peut-être même de succès français si vous en avez? Alors, de succès... on va voir que vous allez voir sur le salon. On a un espace qui s'appelle SIAL Startup, qui réunit un grand nombre de jeunes pousses qui viennent justement au service de l'agroalimentaire. Je vais vous dire par exemple Hyperplan, qui est une solution justement pour la fourche et pour les industriels, pour mieux, en temps réel finalement, voir comment se passent les cultures, donc un vrai suivi. Je pourrais vous parler de Food Analytics qui là va venir au service des industriels dans les recettes, dans les packaging, dans tout ce domaine-là, ou bien encore Before Food, ou bien Food Analytics, je vous en ai parlé. Oui. Et ça, ce sont des startups françaises, Oui, alors beaucoup sont françaises. Au sein de cet espace start-up, 20% environ des start-up qui viennent présenter de la technologie et beaucoup sont françaises. Au niveau de l'anti-gaspi, par exemple, là au niveau du consommateur, on a Active Label qui est une start-up avec une technologie brevetée et qui garantit en fait, qui aide à la conservation et à la meilleure logistique des aliments. Pas que de l'alimentaire d'ailleurs, l'alimentaire, mais aussi les cosmétiques, l'électronique. Donc voilà, tout ça, ce sont effectivement des entreprises qu'on retrouve sur le salon. Alors, il y en a bien d'autres. Juste pour terminer là-dessus, peut-être nous dire ce que vous voyez arriver comme tendance, qui va arriver dans les chariots, par exemple, des Français, là, dans les mois, peut-être les années qui viennent. Alors une tendance. Alors, si j'en dois en choisir une, parce que nous avons SIAL Innovation, et donc on a reçu
reçu plus de 2200 produits. Je sais, c'est pas facile ce que je vous demande. Ouais. Voilà. Je dirais la protéine, les aliments qui sont ultra protéinés. Okay. Dans une recherche de bien-être pour soi, pour le sportif. Donc ça, c'est une vraie grosse tendance. Merci beaucoup Audrey Ashworth. Et puis si on veut en savoir plus, on va au salon. Venez, il reste encore une journée. Donc, je vous rappelle que vous êtes donc la directrice de Cial Paris. Allez, tout de suite, on enchaîne avec notre grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle. On commente l'actu de l'intelligence artificielle aujourd'hui avec deux invités. Félicien Vallée, bonjour. Vous êtes chef du service IA à la Commission nationale informatique et des libertés, la CNIL, plus simplement. C'est un jeune service qui a 1 an, vous me disiez, oui, avant tout à fait. qu'on lance cette émission. Et donc, vous êtes chargé de veiller à la protection des données personnelles, en particulier avec tous ces nouveaux enjeux autour de l'intelligence artificielle. À côté de vous, Jérôme Malza, qui est le directeur d'innovation et expert en IA générative. Bonjour, bienvenue chez Micropole. Micropole, cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Et donc, l'IA, évidemment, c'est au cœur aujourd'hui de toutes les transformations. La data et l'IA, c'est au cœur du business des entreprises. Oui. Enfin, en tout cas, on en parle. On en parle et on le fait. Et on le fait. Bon, on va voir ça. On va commencer par cette actualité. C'est le pacte sur l'intelligence artificielle. Les grands opérateurs d'IA ont jusqu'à août à peu près 2025 pour se mettre en conformité avec l'AI Act européen. En attendant, la Commission européenne donc, a mis en place un cadre d'implémentation volontaire dans les entreprises. Donc, ça s'appelle le pacte sur l'IA. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la transmission des bonnes pratiques au sein de ces opérateurs, mais aussi eux-mêmes en interne, en fait, de commencer à acculturer leurs équipes pour pouvoir être bien alignés sur le règlement européen au moment voulu. C'est un projet qui avait été lancé par le commissaire Thierry Breton, qui donc ne fait plus partie maintenant de la Commission européenne. Je disais, c'est volontaire, ça n'a rien de contraignant. Mais pour autant, on pensait que tout le monde allait peut-être se joindre à ce mouvement. Non, il y a quand même des réfractaires et pas des moindres, des grands opérateurs d'IA. On dit que non, pour l'instant, ça ne les intéressait pas de rentrer dans ce pacte. Quel est votre regard déjà sur ce pacte? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Et est-ce que ça va servir si on n'a pas des grands acteurs comme Meta, par exemple, qui n'en font pas partie? Qui veut commencer? Bon, je laisse le spécialiste de la CNIL. Alors, je ne sais pas si je suis spécifiquement de cette question, mais en tout cas, effectivement, alors de dire que ce pacte, nous considère que c'est effectivement une bonne chose, parce que ça permet d'anticiper les exigences du règlement, donc qui, comme vous l'avez dit, vont arriver de façon échelonnée, et en particulier trouver à s'appliquer spécifiquement dans 2 ans, donc août 2026, là vraiment la majorité du texte sera applicable pour ces acteurs, donc il s'agit de se préparer. Alors après, le succès des signataires, j'ai l'impression que c'est déjà quand même il y a quand même des beaux noms qui sont déjà signataires. J'imagine qu'il y a des stratégies d'entreprise qui sont peut-être différentes dans la préparation par rapport aux exigences du texte. Vous ne voyez pas ça comme un refus de l'AI Act dans sa globalité, finalement? Je ne sais pas, de toute façon, l'AI Act, on ne peut pas le refuser dans tous les cas, il trouvera à s'appliquer pour ces acteurs-là. Je pense que la signature de ce pacte est intéressante pour les acteurs parce que ça va permettre un dialogue avec la Commission et du coup de comprendre aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un des enjeux qu'on a tous, et y compris des régulateurs comme la CNIL, c'est de comprendre finalement comment on va appliquer ce texte, spécifiquement comment ça va prendre. Donc ça peut permettre ça. Oui, parce que pour l'instant, on a un texte avec des intentions, on va dire. Il va falloir rentrer dans le détail, même y compris avec la CNIL, je pense. Il va y avoir un travail pour appliquer ce texte en France, l'adapter, peut-être, le préciser, voir comment il va comment vous allez gérer la question du respect de la protection des données avec le RGPD et avec maintenant l'AI Act. Tout à fait, oui, effectivement. Alors, dans les missions de la CNIL, la mission historique, c'est bien évidemment de faire appliquer le RGPD, donc les données à caractère personnel. Et quand on parle d'IA, on parle à la fois du développement et puis du déploiement, de l'utilisation de ces technologies. Et ça mobilise dans plein de cas, pas toujours, mais dans des nombreux cas, et en particulier les cas les plus à risque identifiés dans le règlement IA, des données à caractère personnel. Donc, il y a un vrai enjeu d'articulation pour nous. Et puis, par ailleurs, le règlement IA, il prévoit des structures qui vont superviser la bonne mise en œuvre de ce règlement. Aujourd'hui, elles ne sont pas désignées. Les États membres ont 1 an, donc jusqu'à août 2025, pour faire ces choix-là. Et donc, potentiellement, des autorités comme la CNIL pourraient se voir aussi attribuer des nouveaux pouvoirs spécifiquement par rapport au règlement IA.
Alors, quand vous dites, Félicien, que de toute façon, on ne peut pas faire sans, il y a quand même Apple qui a décidé de reporter le lancement de son Apple Intelligence en Europe. Donc, on voit quand même des manifestations assez concrètes vis-à-vis de ce texte. Alors, il y a Apple d'un côté, et puis même sur la partie pacte sur l'IA, on a TikTok, on a Spotify, et même des acteurs européens, voire français, comme Hugging Face ou Mistral qui ne souhaitent pas le signer tout de suite, en tout cas s'engager sur ce pacte tout de suite. Oui. À mon sens, la question qui se pose, c'est l'utilité de ce pacte. Je suis en phase avec ce que vous venez de dire sur le fait que c'est sans engagement, mais ça a le mérite de pouvoir commencer à démarrer une certaine dynamique. Le fait de pouvoir en discuter, communiquer, c'est un deuxième rappel que l'IA Act va arriver dès l'année prochaine auprès des entreprises et ça leur permet peut-être d'anticiper et de se préparer. Pour autant, il n'y a pas de cadre contraignant et très honnêtement, les 3 sujets portés par ce pacte-là, qui sont le partage de connaissances, qui sont le fait de pouvoir mettre en place une gouvernance, d'identifier les IA à haut risque au sein de l'entreprise. Et le troisième, je crois que c'est un peu informer les collaborateurs. Inévitablement, toutes les structures qui font de l'IA ou utilisent de l'IA font déjà ces démarches-là. Donc, il n'y a pas de grands enjeux. Vous allez conseiller à toutes les grandes entreprises de commencer à se poser ces mêmes questions. Ça fait déjà quasiment 1 an. Plus de 6 mois en tout cas qu'on le fait et qu'on accompagne les entreprises sur ces sujets-là. Donc le fait qu'on ait ce pacte-là et des signataires sur ce pacte, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais plus d'un point de vue communication que d'un point de vue réellement opérationnel. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que certains ont décidé de ne pas rentrer dans ce pacte, parce qu'on imagine quand même qu'ils se posent cette question de la gouvernance, qu'ils s'intéressent aux usages à risque. Enfin, je veux dire, c'est des choses évidemment qui sont prises en compte par OpenAI, on a cité Mistral ou Anthropic. Pour autant, ils ont marqué finalement un premier désaccord. Oui, je pense qu'il y a aussi un enjeu de communication, de dire voilà, aux régulateurs, de faire passer un message aux régulateurs en disant l'IA Act, c'est bien sympa. Ça nous pose des contraintes, mais on n'est pas d'accord avec tout. Et de toute façon, ça va inévitablement être rediscuté dans la mise en œuvre progressive. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'ils l'ont voulu progressive. Il y a des choses qui vont se rediscuter au fur et à mesure avec ces grandes entreprises. Il va y avoir un rapport de force quand même qui va s'installer, même si on a un texte voté, toute la messe n'est pas dite. Quoi. Non, moi je suis le premier à dire qu'il nous faut évidemment une sorte d'éthique autour de l'IA. On ne peut pas l'appliquer n'importe comment, il faut respecter certains enjeux humains avec l'IA. Pour autant, il ne faut pas que ça freine l'innovation. Et c'est pour ça que... Position très française. Oui, très française, mais surtout parce que même si on a vu des contre-exemples avec la RGPD qui a fini par se diffuser un petit peu à travers le monde, aux États-Unis, un petit peu en Chine, l'IA Act ne doit pas freiner la R&D et l'innovation au sein de l'Union européenne vis-à-vis notamment des États-Unis et de la Chine. La Chine investit énormément d'un point de vue puissance de calcul pour créer leur propre LLM. Et le risque, il est là, il est de prendre énormément de retard sur notre continent, malheureusement, par rapport sur un marché qui est encore naissant. Qui est naissant et qui a des perspectives, mais encore inimaginables aujourd'hui. Alors, je voulais aussi vous faire réagir sur la course en tête d'OpenAI, largement en tête. Il vient d'annoncer une levée de fonds la plus importante jamais réalisée par une entreprise privée, 6,6 milliards de dollars. Une valorisation du coup qui s'élève à 157 milliards de dollars. On est là donc avec une société qui joue dans la même cour que les plus grandes entreprises les mieux valorisées au monde. Elle a obtenu une ligne de crédit renouvelable de 4 milliards de dollars un jour après la clôture de ce tour de table. Bon, chez OpenAI, on se dit que là, aujourd'hui, ils ont vraiment les coups des franches. Ils sont pratiquement même irrattrapables, selon vous ? Disons que pour une ex-association, organisation à but non lucratif, ils ont pris de l'avance. Alors, oui, alors effectivement, donc il y a une filiale Profit, mais ils voudraient basculer totalement vers une entreprise à profit. C'est inévitable. Je crois que je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais d'un point de vue utilisateur, c'est 200 millions d'utilisateurs par mois, c'est... 38 millions de requêtes par jour sur les pics de fréquentation. C'est des puissances de calcul colossales et donc du coup des investissements financiers pour assurer ces puissances de calcul qui sont énormes. Mais c'est donc, quand même encore 2 milliards de dollars de pertes. Mais voilà, les caisses se vident aussi vite qu'elles se remplissent. Donc cette levée de fonds, c'est une bulle d'oxygène pour OpenAI, inévitablement. Mais à mon sens, ce n'est pas la dernière. Ils vont devoir... nécessairement avoir du cash dans les mois et dans les années à venir. Il faut bien comparer
la différence en fait entre OpenAI et ses petits camarades, que ce soit Microsoft ou Google, c'est qu'ils n'ont que leur IA pour faire du profit. Ils n'ont pas de revenus publicitaires comme peut l'avoir Google, ils ne vendent pas de licences de software, ils n'ont pas de produits technologiques comme leurs concurrents. Donc ils ont vraiment que cette IA. Et en plus, parmi les dépenses, là on parle que des dépenses de fonctionnement, mais vous avez aussi les dépenses liées à la R&D, les dépenses pour faire en sorte que OpenAI reste en tête. Donc c'est normal qu'ils cherchent du cash et qu'ils puissent en engranger. Encore une fois, je pense que ce ne sera pas le dernier levée de fonds pour OpenAI. Alors Félicien, on a vu aussi la plupart des anciens d'OpenAI quitter l'entreprise. Le changement, on vient de l'évoquer, de statut qui est envisagé. Est-ce que ça vous interpelle sur les questions d'éthique autour de l'IA, même s'il y a un signe positif avec l'ouverture d'une filiale à Paris? On se dit, bon, peut-être que... En tout cas, nous, on suit bien évidemment toutes ces actualités que vous avez commentées de près, évidemment. Donc, on avait vu, ils nous avaient contacté OpenAI pour nous dire qu'ils décidaient d'ouvrir un bureau à Paris. Donc, ils ont également un établissement principal en Irlande. Je reviendrai dessus. Et puis également quelque chose à Londres, si je ne me trompe pas. Alors nous, ça fait partie des acteurs avec lesquels on discute, comme on discute avec des grands acteurs internationaux de l'IA. Voilà, on parlait des GAFAM, les Google, les Amazon, les Meta, par exemple, et puis également les acteurs nationaux, Mistral, Photoroom, Lighton, etc. Et c'est important pour nous d'avoir ce dialogue aussi pour voir, par rapport à toutes les questions que pose le RGPD quand on fait justement de l'IA, et en particulier quand on entraîne ces grands modèles fondationnels, et après qu'on va les déployer, qu'on va les mettre à disposition de différents clients. Donc voilà, on essaie d'avoir un dialogue avec eux. Donc le dialogue est ouvert? Le dialogue est ouvert. En tout cas, nous, par exemple, ce qu'on dit concrètement, parce que voilà, c'est peut-être un petit peu métaphorique dit comme ça, mais concrètement, nous, ce qu'on fait dans notre pratique, c'est qu'on va préciser comment le RGPD doit être interprété au prisme de l'IA. Parce que le RGPD, si vous connaissez un petit peu, vous savez que c'est un texte qui est neutre technologiquement, donc ça donne des grands principes, une logique de pensée, de comment bien traiter les données personnelles. Mais après, ça ne dit pas spécifiquement, dans le cadre du Web3, dans le cadre des véhicules autonomes ou dans le cadre de l'IA, comment ça marche. Et donc nous, notre travail, c'est de faire cette transcription. Et pour le faire correctement, on propose des choses, des recommandations, et ensuite on les soumet à consultation. Donc voilà, des acteurs comme ça, on interagit avec eux, ils nous font leur retour, on regarde, on réfléchit, et ça nous permet aussi d'avoir un certain ancrage vraiment pratique sur comment bien adapter ces principes du RGPD avec la réalité des pratiques, ce qu'on peut effectivement faire ou plus difficilement faire. Ouais. Qu'est-ce qui est applicable et qu'est-ce qui est plus difficilement applicable. Ouais. Et puis par ailleurs, sur OpenAI, il faut également, je ne peux pas en parler nécessairement beaucoup, mais on a aussi toute une activité contentieuse parce qu'à la CNIL, on reçoit aussi des plaintes. Ouais. Donc on a reçu des plaintes par rapport à ChatGPT notamment. Donc ça c'est. Il y a déjà plus d'un an, non? Il y a déjà plus d'un an. Alors c'est également, et là ça peut être intéressant pour rappeler le fonctionnement du RGPD. Oui. Donc il y a un texte harmonisé. Donc c'est uniformément appliqué en Europe, mais c'est appliqué au sein de chaque État. Donc il y a des équivalents de la CNIL dans les 27 États membres. Et vous avez ce qu'on appelle le mécanisme dit de guichet unique, c'est-à-dire que pour les grands groupes internationaux transfrontaliers, il faut qu'ils déclarent un établissement principal. Donc pour OpenAI et pour pas mal de grandes compagnies, c'est en Irlande. Il y en a d'autres qui sont aux Pays-Bas, d'autres qui sont au Luxembourg. Et donc ça veut dire que nous, quand on va recevoir des plaintes à la CNIL, à l'encontre d'OpenAI par exemple, on va investiguer ces plaintes, puis on va se mettre en relation aussi, coopérer avec nos collègues, nos homologues irlandais pour faire avancer tout ça, qui vont rassembler ces plaintes. Donc c'est un assez gros chantier. Donc il y avait une task force qui a été faite, il y a eu un rapport publié il y a quelques mois sur l'avancée justement de ces investigations. Très bien. Après, si je peux me permettre, il y a peut-être un sujet aussi de l'avantage d'avoir un bureau à Paris, c'est d'être au plus près des régulateurs européens et peut-être discuter aussi un petit peu pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils vont devoir faire attention quand même au règlement européen. Et vous parliez de départ, mais il y a aussi de belles arrivées chez OpenAI. Sébastien Bebec, le VP Microsoft, ex-VP Microsoft, est une belle recrue pour OpenAI, je pense. Donc il y a des départs, il y a des arrivées, puis il y a également dans l'actualité Sam Altman qui a quitté son siège du comité de sûreté pour éviter justement des conflits d'intérêts. Tout conflit entre une direction d'OpenAI et leur comité de sécurité. Il faut voir qui l'installe au comité de sûreté. Bref, ça reste à voir. Je voulais quand même qu'on garde un petit peu de temps pour parler de TikTok et de la modération par IA, puisqu'on a appris que TikTok licencié dans ses équipes de modération pour favoriser davantage le recours à des traitements automatisés. Alors on peut se dire, oui, c'est normal, ou non, c'est quand même très inquiétant en fait, de procéder comme ça.
Les deux. Oui, c'est normal quand on travaille dans l'IA et dans la data, on aime bien les chiffres. Donc, si je reprends quelques chiffres de TikTok, c'est, je crois, 1 milliard d'utilisateurs par mois. Et ça doit être, pareil, quelques 38 millions ou 40 millions de nouvelles vidéos par jour. On ne peut pas tout faire on peut pas tout faire avec des humains, ça, clairement. sûr. Donc l'IA est inévitable. Et d'ailleurs, TikTok, je trouve qu'ils sont même un petit peu, si j'exagère un petit peu, mais en retard par rapport à leurs petits camarades. C'était The Year of Efficiency. Meta, en 2023, avait quand même licencié 21 000 personnes, sous prétexte d'avoir une communication plus fluide parce que moins de monde et des décisions plus rapides, et puis sous prétexte de les préserver de contenus choquants. Oui. Mais ils ont fait le même travail chez Meta et chez d'autres sur le remplacement de l'humain par l'IA. Comme on le disait, quand on a une telle volumétrie de contenu à modérer, on ne peut pas tout faire avec de l'humain. Ce qui est important, je pense... D'un autre côté, on a quand même des documents qui ont été révélés aux États-Unis sur la connaissance de la part de TikTok de l'impact de l'application sur la santé mentale des adolescents. On se dit que quand même, là, on ne peut pas faire l'économie d'une modération aussi humaine. Juste, on a plus que quelques... Oui, tout à fait. Non, mais dire que je rejoins M. Malzac sur le fait qu'il faut... Ça nous semble, et nous, c'est, je pense, l'avis de la CNIL, qu'il faut développer l'IA, mais une IA qui soit à la fois innovante et puis qui respecte les libertés, et que, vraisemblablement, pour ce genre de tâches, avoir des outils automatisés, c'est utile, mais par contre, de dire que ça va remplacer, s'affranchir d'opérateurs humains, ça semble aller quand même à l'encontre de ces choses-là, parce qu'en plus, on s'attend finalement à une avalanche de contenu encore plus, de plus en plus contenu artificiellement généré. Donc on va avoir une course entre l'attaque et la défense, un petit peu comme on a en cryptologie, finalement, avec des gens qui vont être en mesure de mieux en mieux générer de nouveaux contenus, d'autres qui vont de mieux en mieux les détecter. Mais bon, il faut nécessairement renforcer ces postes-là, et en particulier des opérateurs humains. Il y a des modérations complexes, en fait, qui ne peuvent pas être automatisées. Tout à fait. L'IA ne pourra pas avoir la vision de l'humour noir, la vision... Il y a certains champs d'application de contexte que l'IA ne traitera pas. Donc les humains seront toujours présents, peut-être moins nombreux, parce qu'il faut des renforts technologiques pour pouvoir analyser cette masse de données. Mais l'IA sera toujours là, ne serait-ce que pour surveiller les faux positifs. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, TikTok communiquera probablement pas dessus, mais ce serait intéressant de voir, parce que déjà 80% des vidéos sont déjà traitées par l'IA chez TikTok. Mais de voir quelle est la proportion de faux positifs qui va arriver dans les mois et à venir. Vous travaillez sur ces sujets aussi du Alors, côté de la CNIL. on travaille un petit peu, mais en tout cas de dire, et aussi, parce qu'il y a des exigences aussi réglementaires, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le règlement sur les services numériques, le DSA, ça impose à ces opérateurs de plateforme quand même des résultats en matière de modération. Et nous, ça nous intéresse plus de façon générale sur comment est-ce qu'on travaille, être humain, avec aussi des systèmes automatisés, c'est quoi la place de l'humain, et comment on construit aussi bien cette hybridation, finalement, entre avoir un opérateur qui va pouvoir avoir un outil, et ça va, effectivement, le couplage va bien fonctionner, et c'est pas complètement évident. Donc, par exemple, on a récemment publié des articles sur le site de notre laboratoire, link.cnil.fr, si ça vous intéresse. La collaboration avec les IA. Merci beaucoup, on en parlait de plus en plus. Merci Félicien Vallet, chef du service IA à la CNIL, et Jérôme Malzac, directeur de l'innovation chez Micropole. On enchaîne avec notre regard sur le marché du mobile, ce qui se passe côté coulisses. On termine cette édition avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je rappelle que vous êtes fondateur d'écranmobile.fr et vous nous apportez un regard sur ce business dans le monde du mobile. Aujourd'hui, on va particulièrement se pencher sur les lunettes connectées. Segment de marché en plein bouleversement, non ? Oui, effectivement, un segment qu'on va élargir aux casques et aux masques de réalité augmentée, de réalité virtuelle. En gros, tout ce qu'on se met sur le nez ou sur la tête et qui ressemble beaucoup au marché des smartphones il y a une vingtaine d'années. Tout le monde pressent que ça va être un marché absolument gigantesque, mais personne n'a encore trouvé le produit qui va séduire le grand public. On peut par exemple citer le groupe Microsoft qui a essuyé les plâtres depuis quelques années avec le HoloLens, un modèle vendu à plusieurs centaines de milliers d'unités. Et ils ont annoncé il y a quelques jours, coup sur coup, l'abandon de la commercialisation du HoloLens 2, mais également l'arrêt du développement du HoloLens 3, qui devait être son successeur et qui a évidemment laissé tous ses clients dans l'expectative, à commencer par la puissante armée américaine qui avait signé un contrat de plus de 20 milliards de dollars avec Microsoft pour ce produit. Aïe, aïe, aïe. Et la tendance du côté d'Apple ? Alors Apple, on va bientôt fêter le premier anniversaire du Vision Pro, ce fameux casque de réalité mixte, cet ordinateur spatial
commercial d'Apple. Alors sur le plan technique, le produit paraît plus abouti, il est assez séduisant, il n'y a pas ce problème de mal de cœur qu'on pouvait avoir avec le HoloLens, mais évidemment le frein, c'est plutôt côté commercial, avec un produit qui est quand même vendu plus de $4 000, c'est quand même assez cher, y compris pour les fans de la marque Apple, et selon les prévisions d'IDC, il se vend moins de 100 000 unités de ce produit chaque trimestre, avec même des ventes qui auraient tendance un petit peu à baisser, et donc à moins d'une baisse drastique des prix pour la fin d'année, Tim Cook risque de ne pas atteindre son objectif de vendre 1,5 million de casques dès la première année. Est-ce que ça peut refroidir les concurrents ? Eh bien, pas vraiment. On a une avalanche de nouveautés et de nouveaux produits qui arrivent dans les prochains mois. On pourrait commencer par le groupe Snap, qu'on connaît pour son application Snapchat, mais qui est également présent sur le marché des lunettes connectées avec les Spectacles, avec des petits appareils photo sur les côtés, et aussi avec les New Spectacles, un produit qui est plutôt destiné aux développeurs, mais qui permet de faire de la réalité augmentée. Alors, ils ont profité d'une conférence développeurs fin septembre pour dévoiler un nouveau modèle, un modèle plus compact que ceux d'Apple et Google, 226 grammes, une autonomie limitée de 45 minutes, mais surtout un modèle économique assez séduisant puisqu'il est loué, vendu en tout cas une centaine de dollars par mois aux développeurs, et ça attire pas mal de monde. On peut citer deux grands groupes qui ont décidé de travailler avec Snap, c'est Lego qui fait de plus en plus de jeux vidéo, et également Niantic Labs qui avait fait des jeux sur iPhone avec Pokémon Go. Et puis c'est un segment aussi qui intéresse beaucoup Meta, évidemment. Évidemment, Meta qui avait changé de nom il y a 3 ans pour mettre le cap sur le métaverse, mais qui parle paradoxalement un petit peu moins de réalité virtuelle et de plus en plus de réalité augmentée et de lunettes connectées. Grâce au succès des modèles lancés avec Ray-Ban, on parle de plus d'1 million d'unités qui ont été vendues ces dernières années. Et il y a une nouveauté évidemment cette rentrée, c'est l'arrivée de Meta AI, l'intelligence artificielle qui va utiliser ce qu'on voit dans les caméras des lunettes, qui va interagir avec l'audio dans les branches des lunettes pour nous décrire notre environnement. Mark Zuckerberg a également profité d'une conférence développeur pour annoncer Orion. Alors ça va être un prototype de lunettes connectées qui va ressembler un petit peu au modèle de Snap. Il y aura de la réalité augmentée dans le champ visuel, mais c'est pour la fin de cette décennie, puisque le prototype a un coût estimé à peu près $10 000. Mais on sent que Mark Zuckerberg est très enthousiaste sur ces produits. Oui, c'est vrai. Alors, convaincant, nous verrons. Et on parle aussi de Google. Et oui, Google qui avait ouvert un peu ce marché il y a plus d'une dizaine d'années avec les Google Glass, qui avait été lancé par Sergey Brin, le cofondateur de Google, mais qui n'avait pas rencontré le succès, puis qui était assez déceptif sur le plan technique, avec une autonomie très limitée. Et grâce à une indiscrétion de Qualcomm, le fabricant des processeurs de la plupart des smartphones, il semblerait que Google s'apprête à revenir sur ce segment de marché en partenariat avec Samsung, donc des lunettes qui pourraient probablement ressembler à ce que fait Meta, avec des appareils photo, de l'audio dans les oreilles, et puis peut-être aussi quelque chose pour enrichir le champ visuel. Est-ce que ça représente aujourd'hui un marché important, les lunettes connectées ? Eh bien non, c'est un tout petit marché. On parle en centaines de milliers d'unités, mais on pressent tous que ça va devenir un marché gigantesque. Pour rappel, il y a plus de 6 milliards de personnes qui portent des lunettes sur Terre. En France, c'est les 2 tiers des Français qui ont des lunettes correctrices ou des lunettes solaires. Chez les plus de 65 ans, c'est même 90%. Il se vend à peu près 20 millions de paires chaque année, 40 000 par jour. Et donc, effectivement, on sent que ça va être un marché absolument gigantesque. Et ce que tout le monde attend, c'est ce qui pourrait ressembler à un moment iPhone, le moment où un produit va arriver sur le marché d'ici 2 ou 3 ans, qui saura enfin séduire le grand public et changer notre rapport à la réalité. Peut-être qu'on a tous envie de se débarrasser de nos lunettes, au contraire. Bon, on verra ça. Merci beaucoup. En tout cas, on suit ces tendances du marché mobile avec vous, Jérôme Bouteiller. Je rappelle, vous êtes le fondateur d'écranmobile.fr. Merci encore et merci à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change, également en replay et en podcast. C'était Smart Tech et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.